Je suggère qu'on débute maintenant. Donc, après avoir évoqué avec beaucoup d'espoir l'apport de l'éducation au numérique dans les stratégies pour contrer la désinformation, voilà qu'on a un panel consacré aux enjeux et outils d'éducation face à la désinformation. Donc, un panel porteur d'espoir, je l'espère, on verra. Alors, nous avons 3 présentations. Nous débuterons par celle de Gilbert Faure, qui est professeur des universités émérite, enseignant-chercheur titulaire à l'Université de Lorraine. Il est un spécialiste de l'immunologie et de la littératie. Merci. Merci d'avoir sélectionné cette présentation. Je suis très honoré d'être le représentant du CREM, co-organisateur de cette réunion qui m'a accueilli en tant qu'immunologiste, donc un professionnel différent peut-être de vos domaines, sur un sujet qui est celui de la désinformation vaccinale que j'essaie d'aborder depuis un certain nombre d'années, avec un versant, c'est sûr, côté éducation, pédagogie et andragogie, parce que normalement les étudiants sont quand même déjà au moins des jeunes adultes. Donc j'ai intitulé Curation, observatoire et littératie. Alors peut-être que pour commander les diapos, il faut peut-être suivre. Bon, je vais peut dire de côté sans tourner le fil, sans aller le fil. C'était plus simple. Le fil est très sensible. Bon, la première diapo concerne évidemment le contexte de ce sujet. Un sujet qui n'est pas nouveau, ça a été évoqué avec la désinformation, ce n'est pas nouveau, puisque ça remonte au début des vaccins. Vous avez une télécommande. Je ne suis pas sûr si elle fonctionne. Pas sûr qu'elle fonctionne. Ça remonte donc au XVIIIe siècle avec le contexte de la variole, avec une masse qu'on retrouve évidemment partout. C'est reparti dans notre domaine concernant le XXe siècle avec la fameuse publication de Phil sur l'autisme. Et bien sûr, ça s'est beaucoup amplifié avec la pandémie du Covid et les réseaux sociaux. Bien sûr, vous connaissez mieux que ça. Donc, c'est un problème global. Moi, je parle plutôt de scepticisme, d'hésitation vaccinale, conséquence de ces désinformations. Et mon souci était celui essentiellement de la littératie des professionnels de santé. Un autre souci que j'ai eu récemment dans cette présentation, c'est le hit and run médiatique concernant le sujet. On a l'impression qu'autour de 2020, les médias sont beaucoup intéressés, puis après, je dirais que ça s'est quand même retombé. Donc, c'est un sujet qui n'est pas nouveau, mais il y a bien sûr de nouveaux défis. Les informations donc, dans les années 30, et là, les éléments récents concernant le problème de l'autisme aux États-Unis. Donc, la diapositive suivante. Donc, la vaccinologie, c'est un sujet qui est complexe et finalement relativement récent, même pour le milieu médical. Ça touche toute une série d'éléments, la santé publique, bien sûr, l'infectiologie, beaucoup de biologie, et évidemment, SHS, sciences humaines et sociales et économie. Un élément qu'on donne, nous, de notre part aux étudiants, qui explique peut-être un certain nombre de choses, c'est que les vaccins, en fait, ne vaccinent pas des individus. On vaccine, en fait, des populations, et on est efficace à un niveau vraiment global. Au niveau d'un individu, on n'est jamais totalement sûr, et on n'a pas non plus de tests biologiques simples pour dire si un individu est réellement protégé. Il est protégé dans son ensemble. Donc, la diapo suivante. Ça fonctionne? Ça fonctionne? Non, je ne sais pas, je n'ai pas essayé. C'est moi. Je suis la télécommande manuelle. Voilà. Donc, le message qu'on passe, bien sûr, pour dire être convaincant, c'est vérifié avec ce papier de Science 2017, mais sans toute une série d'éléments récents, c'est qu'évidemment, l'efficacité, c'est la disparition des maladies. On ne va pas revenir dans ce détail. Bon, la diapo suivante. Donc, l'objectif de cette recherche, qui était considérée comme une recherche-action, utilisant la curation de contenu, c'est le contexte de l'infobésité, des informations que vous connaissez. Le but était d'aider médecins et étudiants à appréhender donc, cette histoire sans fin de cette problématique. Donc, j'utilise plutôt de la curation de contenu. On a évoqué avec le journaliste présent, le mot n'est plus à la mode. Apparemment, c'est passé de mode. Moi, je continue à trouver que c'est quand même très, très utile pour rassembler, sélectionner des informations pertinentes, les commenter, les analyser, les partager, qu'elles soient publiées ou non.
avis personnel qui peut être critiqué. Bon, j'utilise une méthode avec beaucoup l'outil Scoopit, qui, je trouve, très efficace pour de l'information dite sérieuse, même si la plupart des étudiants ne connaissent que Pinterest, des étudiantes ne connaissent que Pinterest. Donc, sur ce sujet, à part d'autres, je n'entre pas dans le détail, à la fois, il y a un crawling engine qui est efficace, il y a des recherches spécifiques que je peux faire personnellement, la lecture des réseaux sociaux, et en utilisant essentiellement des mots-clés vaccins. Donc, j'ai constitué depuis 2020 un sujet qui s'intitule Fake News et vaccination, qui rassemble, collige toutes ces informations, bon, quelques chiffres. Il est surtout entretenu dans la durée. La diapositive suivante. Donc, l'ambition d'en faire au moins sur le plan personnel, un observatoire dont le mot hub de contenu est utilisé, corpus de ressources spécifiques avec toute une série de choses, avec l'avantage que c'est ouvert, que c'est cherchable un peu en franglais, et on peut, comme dans un observatoire, faire un certain nombre de travaux sur analyser les données, les transformer, etc. Bon, pour l'instant, tout n'est pas fait, donc je donnerai que quelques coups de projecteur dans le domaine, d'autant que le paysage, je trouve, reste très fluctuant. Donc, je vous montrerai après un certain nombre d'extraits de ce matériel. La suivante. Donc, quelle fake news? Alors, pour les commentaires qui ont été dits aujourd'hui et ce matin, c'est toujours la composition des vaccins avec des éléments extrêmement détaillés, vu leur complexité, qui sont repris dans les fake news. On ne peut pas dans le détail. Pour les vaccins à ARN messager, bien sûr, la contenu en ADN, la glissance d'OGM, de nanoparticules, d'adjuvants, etc. C'est revenu, c'est un peu la même chose que précédemment, on ne rentre pas dans le détail technique. Les maladies induites, là aussi, c'est récurrent et c'est un peu toujours les mêmes choses, et ça va des problèmes neurologiques au sens très large jusqu'aux morts subites et aux problèmes de reproduction et d'atteinte de la population, ça vous l'avez sûrement rencontré. Diapositive suivante, donc, quoi, mais où? Bah, je dirais globalement, c'est partout dans le monde, c'est sûr, le message est passé, bien sûr, beaucoup les USA, mais beaucoup l'Europe, beaucoup la France, mais ça va jusqu'aux îles Sainte-Lucie, Samoa, c'est vraiment un problème global. J'entre pas dans le détail dans le domaine non plus. Vous le savez, on est dans un monde global. Diapositive suivante. Donc, une liste de sites Internet, essentiellement les réseaux sociaux américains, ils sont extrêmement nombreux. Complotistes, pas complotistes, j'en sais rien. Moi, je les lis, disons, comme un utilisateur final ou comme le grand public. C'est souvent d'ailleurs très très difficile d'aller, disons, dans le détail. J'ai surtout listé des sites américains. Certains ont été cités, disons, précédemment. La diapositive suivante, ça a été déjà un peu évoqué. Je crois que ça rejoint certains de vos éléments. Ils sont très nombreux. Qui sont ces fameux anti-vax? Il y a à la fois des individus qu'on peut considérer comme des influenceurs au début, puisque au départ, c'était beaucoup quand même la Californie et Hollywood. Et puis après, un certain nombre d'organismes, et là on rejoint aussi quelque chose qui a été évoqué, je suis intéressé, c'est qui finance ces éléments. Alors certains disent qu'il y a très peu de ressources. Il y a un article canadien qui ressort actuellement disant qu'il faudrait qu'une douzaine de sites et de grands financeurs. Je ne sais pas dans le détail, mais ça, il y a des choses qui ont été vraies. Puis bien sûr, on voit arriver Robert Kennedy, dont on reparlera ensuite, bien sûr, puisque c'est l'homme de l'actualité. Diapositive suivante, donc ils sont très nombreux et très divers. Moi, j'ai essayé de regarder les choses du côté, disons, plutôt français et international et essayer de les classer, même si dans le site, on ne peut pas tous les retrouver, mais enfin, il faudrait approfondir un petit peu ces éléments. Il y a eu, bien sûr, un certain nombre de scientifiques et de professionnels de santé. Je ne citerai pas de noms, qu'ils soient français ou autres. Il y a des médecins, c'est sûr, qui ont d'ailleurs été critiqués par leurs organismes nationaux. Il y a un certain nombre, de plus en plus, de revues prédatrices scientifiques également. Ça, c'est un problème majeur en pleine expansion. Des médias, qui en soir a été évoqué, Fox News, etc. Il y a tous ces influenceurs ou ces sceptiques qui sont titrés super sharers par les anglo-saxons. Il y a les arnaqueurs au sens propre qui cherchent essentiellement à faire de l'argent par le biais
médecine alternative, de naturopathie. Et puis, bien sûr, depuis, en plus, le nombre de postes qui apparaît le concernant, en tout premier lieu, on ne sait pas s'il sera ministre de la Santé, ça sera un vrai problème global, c'est évidemment Robert Kennedy Jr. Donc ça, c'est un point que j'aimerais aussi approfondir à partir de ce site, c'est sûrement tout à fait passionnant. Diapositive suivante. Donc, à partir de ça, la réflexion personnelle que j'avais, qui a été un peu évoquée, qu'est-ce qu'on peut faire pour agir contre ces fake news? Il y a eu des tentatives, disons, d'opposition, le terme guerre a été employé récemment, attaquer, interdire. Bon, partant d'une université et de problèmes de relations avec les étudiants, on dit informer, expliquer, éduquer, aussi bien le grand public et les personnels de santé. C'était mon idée initiale, peut-être un peu simpliste, c'est probablement simpliste parce que ma conclusion à l'heure actuelle, c'est que tous ces éléments ont des résultats modestes. C'est mon impression. Diapositive suivante. Alors, j'en liste aussi les réseaux sociaux. Je n'entre pas dans le détail, vous les connaissez mieux que moi. Il y a des redirections qui ont été proposées, il y a eu des blocages, il y a eu des interdictions, mais je pense, sont-elles suivies des faits? Je n'en sais rien. Diapositive suivante. Plus récemment, à la suite de détournements, de la persistance de fausses informations, un certain nombre d'éléments ont fait débloquer, mais on fait des blocages, mais beaucoup d'éléments de sites Google, Twitter continuent à approuver des publications anti-vax. Des sites Stop Mandatory Vaccination, qui était très important il y a quelques années, et toujours sur Facebook, et même encore plus sur Facebook. La semaine dernière, pour vérifier, en fait, en traduction, on trouve plus de 300 groupes qui reprennent ces documents. Donc, je dirais que tout ça est inefficace, à mon avis. Diapositive suivante. Les organisations supranationales, les autorités en santé, les organisations nationales, beaucoup de médias, un certain nombre de réseaux sociaux font aussi des tas d'efforts, mais je dirais extrêmement diversifiés, semble-t-il, et relativement peu, je dirais globalement peu efficaces, à mon avis. Diapositive suivante. En France, bien sûr, il y a aussi des acteurs, je ne les reprendrai pas, je ne sais pas demander s'il y en avait qui viendraient à cette réunion. Il y a des actions, mais qui sont là aussi assez ponctuelles. Donc, diapositive suivante, que faire, comment informer, c'était ma réflexion. Heureusement, ces derniers temps, mais très récemment, un certain nombre de réseaux de recherche sur les actions et les vaccinations commencent à se mettre en place. Il y en a un dans l'Ouest, c'est Tours-Angers, je ne sais pas, que j'ai rejoint, c'est SHF Vaccination en France avec un projet ICOVAC qui est actif depuis à peu près un an. Il y a un très gros action en Australie avec un gros réseau, avec une série de gens, des médecins, des policy makers, des gens très actifs qui font un travail de terrain très important. Donc, un certain optimisme à avoir. Il y a aussi, partant de Washington, une communauté, Warm Community Vaccination Acceptance qui se met en place. Il y a vraiment un travail gigantesque, à mon avis, à faire. Et quand on commence à raisonner, et on va avoir des éléments de discussion avec vous, il manque probablement par l'information un peu ce qu'on peut appeler le recours à l'émotion. Les éléments de peur sont très prégnants dans les éléments des antivax, et il ne faudrait pas aller dans ce sens-là, dans cette lutte contre les antivax. Il semble y avoir un document récent de l'assurance maladie qui aborderait peut-être cet élément. En effet, les limites des capacités de lecture de tous les publics me semblent très importantes aussi pour toutes les informations, disons complexes, en particulier immunologiques. Donc, diapositive suivante, pour les professionnels de santé, qui était mon souci à l'heure actuelle, la plupart sont pro-vax, il y a quelques anti-vax aussi, mais je dirais, moi, les étudiants sont comme tout le monde, hein, ils sont débordés par la quantité d'informations, et ils vont être challengés par les opinions des patients, mais je pense très désarmés avec les discussions avec les patients. Ils sont incapables, ils n'ont pas le temps, en particulier les étudiants, les médecins non plus, de faire une veille sur ce sujet, ce qu'on essaye de leur aborder pour leur formation médicale continue. Et donc, il devrait pouvoir y avoir des formations et des ressources dans ce domaine proposées par les universités
À ma connaissance, en France, il y a eu quelques efforts très ponctuels faits à Montpellier par un individu il y a quelques années, quelqu'un individuel, mais apparemment, c'est pas au programme. Entre guillemets. Diapositive suivante, c'est presque terminé. Littératie, je dirais, il faudra beaucoup de littératie pour ces futurs et surtout pour tous les nouveaux vaccins qui arrivent, parce que, étant donné que les choses sont récurrentes et que reviennent avec les mêmes thématiques, il y a plein de vaccins nouveaux, il faudrait commencer pour tous. Il faut une littératie médias et information, littératie pour les médias scientifiques, pour les médias en santé, et il faut aussi du côté des facultés de médecine des efforts dans les connaissances biologiques et médicales, et ce n'est pas des sujets faciles, considérant l'immunologie qui est déjà considéré comme compliqué. Ça ne va pas être simple, mais c'est le challenge, disons, du futur. Donc, la toute dernière conclusion. Donc, sujet complexe et difficile, c'est déjà dit dès le départ, pour tout le monde. Est-ce qu'on peut être pessimiste ou optimiste? Ça dépend. Bon, vous savez que les fake news sont là, à mon avis, pour rester. Bon, pour l'instant, moi, l'information scientifique et en santé est-elle efficace? Je pense personnellement que non. Et puis, à l'intérieur, on trouve, ça n'a pas été trop évoqué au repas, qu'il peut y avoir de la violence, des menaces, qui, non seulement en mots, qui est arrivé moins ces derniers temps, pas tellement en France, mais dans certains pays, c'est quand même arrivé. Donc, Digital et Health Literacy, nécessité absolument incontournable sur ce sujet que je soumettez à votre expérience et à vos discussions. Je vous remercie de votre attention. Dernière diapo me concernait pour les actions personnelles, le disclaimer habituel. Merci. Merci beaucoup. Merci. Y a-t-il des questions de clarification? Oui, Donc, oui, il y a eu un article qui s'appelle Liaison dangereuse. C'est quel type d'un article qui est passé dans le Conversation? Il faudrait que je le retrouve. C'est pas des liaisons dangereuses avec un émetteur. Non, non, c'était le titre d'un auteur. Oui, oui. Non, c'est une précision nécessaire. Là. Merci beaucoup. Alors, je propose qu'on passe à la deuxième présentation de Mathieu Bézouy, qui est professeur adjoint en éducation numérique à l'Université de Sherbrooke et qui nous parlera d'éducation aux médias dans les classes. Est-ce qu'on peut le mettre sur ton... Oui, parce que j'ai vraiment besoin de ça. Ah, tu as besoin de la télécommande. Et sinon, je fais le passage. Hein. Ouais, mais jamais. Ça, je vais essayer de faire un autre. Ouais. Tu fais juste les glisser sur ton... Ouais, on va le mettre là-dessus. Voilà. Devrait arrêter. Oui. Voilà. Je vais. Vas-y. Reconnu. Bon. Est-ce que c'est bon, ça fonctionne? Moi, je vais faire debout. On ne voit pas l'image, par contre. C'est comme si les images n'étaient pas là. Ah, je pense que le fond passe pas, oui, je ne sais pas pourquoi. J'ai été censuré. Alors, je vais partir mon chrono pour être sûr de... Respectueux. Alors, c'est parti. Moi, en fait, c'est ça, c'est une recherche sur l'information destinée aux personnes enseignantes à propos de la désinformation. Pour les personnes enseignantes qui souhaitent faire de l'éducation aux médias à l'école, qu'est-ce qu'on leur dit, qu'est-ce qu'on leur propose comme outil si elles vont sur Internet. Alors, il y a quelques années, pendant mon post-doctorat, j'ai fait une recherche sur les ressources d'information pour les parents au Québec et en Belgique francophone autour du thème de la cyberintimidation, qu'on appelle aussi plus couramment ici cyberharcèlement. Donc, c'est la même logique puis appliquée, mais cette fois-ci pour les enseignants, mais et autour du thème de la désinformation.
Alors, la question de recherche de départ, c'est la suivante. Quelle information sur la désinformation est offerte aux personnes enseignantes dans Internet en langue française pour faire de l'éducation aux médias à l'école? Là, je le dis d'emblée, je saute par-dessus les éléments de justification de la problématique pour des raisons de respect du temps, mais je pourrais résumer ainsi la problématique. Les élèves, j'ai envie de dire de 8 à 17 ans, souhaitent être formés en lien avec la désinformation. Ils s'attendent à ce que leur enseignante les forme à ce sujet-là, mais les enseignants, eux, disent « je n'ai pas les ressources pour faire ce travail-là. Je sais qu'il existe des ressources, mais je ne sais pas comment me retrouver là-dedans. » Donc, le but du projet, c'est de savoir qu'est-ce qui s'offre à ces personnes-là à propos de la désinformation. Et on parle d'un public de professionnels, donc des futurs enseignants, qui n'ont pas le même rapport à l'information que des étudiants en communication. Les personnes auxquelles j'enseigne, 90%, c'est des jeunes femmes de 19 à 23 ans, et elles, ce qu'elles attendent, c'est une information prête à l'usage, sur laquelle elles n'ont pas besoin de porter un regard critique, puis donc d'où la nécessité pour moi de voir qu'est-ce qui s'offre sur Internet. Quelques mots sur le cadre théorique. Je travaille, moi, avec les écrits de Patrick Charaudot, surtout là, cet ouvrage-là, Les médias d'information, l'impossible de transparence du discours, où l'idée clé pour moi dans cet ouvrage-là est la suivante: aucune information ne peut prétendre par définition à la transparence, à la naturalité et à la factualité. Même une information qui traite de désinformation. D'accord? Et j'aime beaucoup aussi son rapport à la critique. Charaudot, il dit « Un travail scientifique n'a pas pour vocation de clouer au pilori les instances responsables des organisations sociales, mais il se doit de mettre en lumière les contradictions de certaines pratiques et les manquements aux règles souhaitables du bien vivre ensemble. » Donc, il est un peu à contre-courant de l'analyse critique du discours dans sa tradition plus anglo-saxonne. Donc, pour lui, c'est oui la critique, mais a posteriori si c'est justifié, plutôt que de poser ça en amont d'emblée. Donc, aujourd'hui, je vais parler de 3 choses. L'organisation structurelle du discours, c'est-à-dire comment est représentée l'information dans le discours sur la désinformation. La question de l'intentionnalité des personnes ou des organisations qui produisent l'information et comment le public enseignant est imaginé dans ce discours-là et comment il est présenté. Donc, 3 objectifs: décrire l'organisation structurelle du discours de l'information sur la désinformation offerte aux personnes enseignantes d'Internet, comprendre les intentions des entités productrices ainsi que les caractéristiques des publics imaginés. Donc, c'est les concepts clés dans le cadre théorique de Charaudot. La méthodologie, c'est la suivante. Alors, la collecte a été faite par 2 auxiliaires de recherche avec les paramètres suivants, donc Canada plus langue française, avec une série de mots-clés pour essayer le plus possible de ne rien échapper, donc désinformation, fausses nouvelles, enseignants, éducation. Donc, on a trié presque 400 pages web jusqu'à saturation, c'est-à-dire à un moment donné, dans le moteur de recherche, on trouvait absolument plus rien. Là, il n'y avait aucun lien qui nous était proposé sur lequel on n'avait pas déjà cliqué. Dans ce lot-là, on a trouvé 66 ressources d'information au total, donc 54 produites au Québec, 10 au Canada, à l'extérieur du Québec, et 2 européennes qui ont échappé au filtre. Et là, je ne vois pas l'information. Tu es incapable de passer le téléviseur? C'est gentil, c'est bon. Donc, 34 ressources, c'est 34 ressources québécoises ou canadiennes adressées explicitement aux personnes enseignantes, soit en format HTML ou PDF. Et format PDF, c'est vraiment ce que les futurs enseignantes recherchent. Avoir un PDF imprimable qu'elles vont pouvoir apporter en classe, c'est le format recherché. Et oui, et là, en complément, donc pour
rendre mon propos plus pertinent ici, là, j'ai fait une exploration moins systématique de ce qui s'offrait en France pour comparer les deux discours. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui ressortent dans les deux contextes culturels ou il y a des grandes fractures? Parce que dans le cas de l'autre recherche que j'ai faite sur le cyberharcèlement, il y avait quand même des grandes différences entre le Québec et la Belgique francophone. Je ne peux pas en parler là. Donc, oui, petite parenthèse, là, ce qui me reste à faire avec cette étude-là, c'est une typologie des producteurs, ça n'a pas été encore fait, en fonction de la nature de l'organisation et du domaine d'activité. Et aussi, j'aimerais faire la variation historique du discours. Et ça prend la date précise pour chaque ressource, puis souvent, la date, elle est absente des documents, malheureusement. Alors, les résultats maintenant concernant l'organisation structurelle du discours sur la désinformation. Première des choses qu'on s'aperçoit autant au Québec qu'en France, c'est que on dit dans la mise en récit du problème de la désinformation, c'est vraiment placé dans le contexte de la COVID-19, là, sans surprise. C'est là que les débats sur la désinformation ont pris forme. On parle beaucoup de crise sanitaire et, certains en ont parlé ce matin, de l'ère post-vérité. Donc ça revient tant au Québec qu'en France dans les ressources pour les enseignants, cette contextualisation-là, sans qu'il y ait un lien explicatif explicite. On ne dit pas parce qu'il y a la crise sanitaire, il y a des informations, mais c'est toujours à l'ère de la désinformation, à l'ère de la crise sanitaire, il y a ceci, il y a cela. Il y a un contexte médiatique particulier aussi dans lequel c'est placé. On parle des médias traditionnels, donc on n'associe pas ça seulement aux médias numériques. On parle beaucoup d'hyper-exposition à l'information, de surabondance d'informations. Il y a une expression, par exemple, qui est utilisée dans une ressource, océan de contenu. Donc, inondation de contenu. On est beaucoup dans le domaine aquatique. Et on parle évidemment des réseaux sociaux, TikTok, Snapchat, Twitch. Et ici, on parle d'un terreau fertile pour la désinformation. Donc, on parle on passe d'une métaphore maritime à une métaphore agricole. Par rapport aux facteurs qui expliqueraient la désinformation, là, c'est toujours qu'est-ce qu'on dit aux personnes enseignantes. Au Québec, on dit la raison pour laquelle les gens adhèrent à la désinformation et partagent des fausses informations, c'est parce qu'ils se laissent prendre par leurs émotions ou leurs croyances. Ça, c'est la raison première qui revient. Tandis que dans le discours en France, toujours celui adressé aux enseignants, on parle de décontextualisation de l'information, puis de l'intelligence artificielle. Donc, c'est pour ça aussi que je voudrais voir l'évolution dans le temps, parce que beaucoup des ressources ont été faites 2020 à 2022. Là, il y a eu une baisse d'intérêt, en tout cas, chez les organismes qui produisent les ressources. Donc, je serais curieux de voir comment ça s'intègre dans le discours plus récemment. Donc, on voit qu'on n'est pas dans le même type d'explication. Ici, on a des explications, on va dire, contextuelles, des grands facteurs sociaux, tandis que là, on est plus dans les explications d'ordre individuel. Les effets non souhaitables de la désinformation, donc, au Québec, on peut causer des biais cognitifs chez le public, altérer le jugement critique, discréditer des personnes ou des groupes ou des mouvements sociaux. Et étonnamment, en tout cas, les ressources que j'ai explorées en France, on était moins dans les effets et davantage dans l'action, ce qu'on devrait faire du côté des enseignants. Là, tu m'as fait peur. Non, là, tu dois cliquer sur ma diapo, s'il te plaît, parce que j'ai perdu la contrôle. C'est bon, hop. Non, juste un petit... Hop, je suis dessus de nouveau. Oui, c'est bon. Merci. Donc, ce qu'on dit aux enseignants dans le contexte québécois, donner des exemples concrets de fausses informations aux élèves pour qu'ils aient des repères. Et ça reflète parfaitement ce que j'entends de mes étudiantes à moi, des futures enseignantes au préscolaire primaire. On veut des exemples concrets pour les élèves qui soient concrets. Et là, j'ai encore perdu le... Je sais pas pourquoi ça. La flèche. Oui, c'est bon. OK. C'est l'écran. Et en France, chose qu'on trouve, mais qu'on ne trouve pas au Québec, au Canada, c'est tout ce qui concerne l'éducation aux médias et à l'information, EMI, critique ou non, dépendamment
des sources d'information. Donc, c'est vraiment un discours qui revient éducation aux médias de l'information. On voit que ça a été bien institué dans le discours public en éducation. Ce qu'il n'y a pas chez nous, on en parle, nous les chercheurs, on en parle entre nous, mais ça n'a pas du tout été porté par le gouvernement, par le ministère de l'Éducation. Hey, je m'excuse. Ben oui, ça veut plus. Je sais pas pourquoi il est plus en écran. Si on fait juste cliquer une fois dessus, là, je suis posé de reprendre le contrôle. Non? Ouais, je pense que c'est le. Hop, Bon, ben sinon. voilà. Donc, ce que nous voulons que les élèves fassent donc, en termes de compétences, ne pas se limiter à des listes de vérification. Donc, il y a quand même une prise de position des organisations par rapport au fait que les listes de vérification, donc, est-ce que l'auteur est crédible? Est-ce que la ressource est récente? C'est pertinent, mais ce n'est pas suffisant. C'est une bonne chose. On utilise des verbes comme douter, détecter, démêler, décrypter, déconstruire, faire la part des choses. On dit aussi, assurez-vous que les élèves choisissent des sources crédibles. En France, on parle plutôt que de douter, de détecter, réfléchir, analyser, mettre à distance critique, et on fait souvent référence à une compétence dans un référentiel en EMI, donc connaissance critique de l'environnement informationnel et documentaire au 21e siècle. Mettre au jour les procédés rhétoriques, chose qu'on ne verrait pas dans le discours au Québec. Rhétorique, ça fait très intellectuel européen. Mais mes étudiants n'aimeraient pas ça. Si je disais rhétorique. Et c'est important que les élèves sourcent leurs informations. Et dernier point, non, c'est bon, OK. Dernier volet, deuxième et dernier volet des résultats, c'est les intentions et la représentation du public. Parfait, il me reste 2 minutes, ça le fait. Donc, tu peux, ouais, c'est ça. Donc, à quels enseignants s'adresse le discours? Au Québec, c'est éthique et culture religieuse qui est, en tout cas, je ne rentrerai pas là-dedans, là, mais un équivalent de l'éducation à la citoyenneté au premier cycle du secondaire, qui est l'équivalent du collège en France, donc collège 5e, 4e. Ensuite, les enseignants de langue française sont souvent les plus ciblés comme étant des potentielles personnes pour faire l'éducation aux médias. Tandis qu'en France, on parle toujours d'EMI, puis si on parle d'une discipline, c'est, en tout cas, moi, à mon étonnement, c'est souvent l'histoire. On pourrait en discuter du pourquoi, mais on peut passer à la dernière diapo. Stratégie de persuasion des producteurs. Il reste 2 diapos. Donc, si tu es un journaliste, un média jugé crédible, référence au programme de formation de l'École québécoise, qui est la politique publique. Toujours référence à l'ENI, mais en tant que référent d'autorité, j'ai envie de dire, là, comme si on parle d'ENI, on est crédible. Et on dit aux enseignants, évoquer les valeurs de la République. Ça, c'est très... Mais bon, j'ai vu ça à plusieurs reprises. Conclusion maintenant. 2 points. Merci François. Donc, je dirais, chose qui ressort de mes constats, l'information destinée aux enseignants, elle est diversifiée. Si on se donne la peine de regarder plus qu'une seule source d'information, on a un portrait quand même détaillé de ce qu'est la désinformation. On n'est pas dans des stéréotypes, dans une simplification. De un. Deuxièmement, elle est pertinente pour les personnes enseignantes parce qu'elle propose des pistes concrètes pédagogiques pour les enseignants. Et je dirais, s'il y a un défi à relever, ce serait la nécessité d'adapter l'information aux multiples disciplines et au niveau scolaire parce que, par exemple, une enseignante, je ne sais pas, d'anglais, langue seconde, en secondaire 5, si on ne lui donne pas une ressource d'anglais, langue seconde, en secondaire 5, elle ne s'investira pas dans ce projet-là de lutte contre la désinformation à l'école. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions de clarification pour Mathieu, sachant que vous conserverez vos questions plus de Tu veux un diaporama? pour la fin? Oui, Vous me l'avez envoyé. Ok, d'accord. Je vais le regarder. Le diaporama. Donc, la prochaine présentation est celle de Poudens Malibabo, qui est membre de la chaire UNESCO Prévention de l'Université de Sherbrooke et membre également du laboratoire de recherche
sur les publics de la culture à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Je la retrouve. Désolé. Il va nous parler donc d'une initiative très concrète déployée dans les écoles québécoises. Forme destinée. Voilà. Ça devrait s'afficher. Est-ce que je peux prêter La télécommande. Ah, si elle refonctionne. Je vais d'abord lancer le partage, comme ça, parce qu'avant, c'était au moment où j'ai touché au partage que ça a déconné. Donc, en ligne, oui, en ligne, c'est partagé. Ça devrait. Voilà, je vais réessayer. 30 secondes, je relance. Ah, si, ça, essayez. Ça passe? Oui, ok. Ça passe. Bonjour à toutes et à tous, et merci aux organisateurs pour l'opportunité de partager les résultats de mes recherches postdoctorales achevées en avril dernier à l'Université de Sherbrooke sur les As de l'info. C'est une plateforme d'information gratuite destinée aux enfants âgés de 8 à 12 ans au Québec. Alors, cette plateforme a été lancée en septembre 2022. Nous sortions de la pandémie de Covid-19 avec son cortège de désinformation, entendu ici comme la distorsion volontaire d'une information en vue d'induire ses récepteurs en erreur. Alors, géré par le groupe les COP de l'information soutenu par le ministère québécois de la Culture et des Communications ainsi que de l'Éducation, cette plateforme a pour mission de sensibiliser les jeunes de 8 à 12 ans à devenir des citoyens avertis et critiques face à la désinformation. Alors, dans un contexte mondial où le numérique et l'intelligence artificielle amplifient ces phénomènes, comme le souligne le rapport de l'OCDE 2024, le rôle de tels outils est crucial. Alors, les As de l'info proposent une approche basée sur une information authentique et vérifiable en utilisant de manière systématique deux genres des discours, le narratif et l'explicatif. Et chaque article s'est clôture par une question incitant le lecteur à réfléchir ou à s'exprimer. En outre, des contenus pédagogiques sont mis à la disposition des enseignants pour développer un esprit critique des élèves et leur apprendre à maîtriser des règles de l'expression dans un environnement numérique. Alors, ce qui est plus intéressant ici et ce qui a retenu mon attention, c'était surtout de voir comment ces dispositifs qui se proposent comme un outil de lutte contre la désinformation est utilisé par les enfants de 8 à 12 ans dans un contexte en dehors du contexte scolaire, et si ces enfants possèdent des compétences nécessaires pour comprendre les informations proposées et les partager. Alors, c'est ainsi que j'ai recouru à quelques ressources théoriques et conceptuelles que nous utilisons généralement en sciences de l'information et de la communication, notamment la théorie de l'exposition sélective, la théorie des usages et gratifications, la littératie médiatique et l'efficacité politique et épistémique. Alors, dans ces cadres, il était question, je devrais répondre à ces deux questions: comment les jeunes publics utilisent-ils la plateforme Les As de l'info? Leurs usages sont-ils susceptibles de générer des effets pollinisateurs dans leur entourage et contribuer ainsi à lutter contre la désinformation? Alors, pour répondre à ces questions, j'ai organisé l'étude en 3 volets, chacun avec un objectif spécifique: évaluer le potentiel du rayonnement du contenu informationnel des As de l'info, dresser un portrait de pratiques infocommunicationnelles de ces jeunes publics, identifier les motivations profondes des usagers et comprendre la manière dont le contenu de la plateforme s'intègre dans leur environnement social. Alors, méthodologiquement, j'ai adopté une approche mixte reposant sur un devis séquentiel explicatif qui articule des analyses quantitatives et qualitatives. Après des analyses descriptives et corrélationnelles des données de sondage sur le rapport des usagers à la plateforme et leur capacité à partager son contenu, j'ai mené une analyse descriptive des articles qui ont été publiés. Et j'ai ensuite réalisé une analyse par théorisation, créé des commentaires et des entretiens pour explorer les motivations des usagers, les conditions renforçant
leur confiance envers l'usage de l'info et les contraintes liées à la communication autour des articles. Alors, les résultats des sondages ont révélé notamment que les As de l'info se positionnent comme la deuxième source d'information la plus importante pour le participant, après la famille, mais devant la télévision. Les enfants accordent une confiance conditionnelle à cette plateforme et estiment être capables de chercher et de comprendre seuls les informations qu'elle propose. Et le partage de ces informations est perçu comme un moyen d'aider leur entourage à mieux saisir les enjeux abordés, et la capacité à partager dépend du niveau d'autonomie des usagers dans la recherche et la compréhension de l'information, de leur perception ou du potentiel de cette information pour clarifier les enjeux et de la confiance qu'ils accordent à la plateforme. Alors, suite à cette première analyse, l'exploration des usages de la plateforme menée à partir des commentaires des usagers a permis d'identifier deux grands types d'usages. Il s'agit bien d'endosser des postures face au contenu et manifester les intentions des communications. Les postures traduisent une attitude générale d'acceptation du contenu, avec seulement un commentaire critique parmi plus de 6000 commentaires analysés pour la période comprise entre le 1er septembre 2022, date du lancement officiel de la plateforme, et le 23 mai 2023, date de la clôture de collecte de ces commentaires. Et ces postures se déclinent en 5 types. Les passionnés, très rapidement, on pourrait y revenir lors du débat. Donc, il s'agit bien de la posture du passionné, la posture du connaisseur, la posture de l'apprenant et la posture d'ouverture à la différence et la posture du justicier. Alors, quant aux intentions des communications en lien avec le contenu informationnel de la plateforme, elles reflètent les motivations des enquêtés à fréquenter la plateforme. Il s'agit d'exprimer ses sentiments, de cultiver l'espoir, de formuler un engagement, de s'ouvrir aux autres et de promouvoir les normes. Alors, il faut bien noter que ces postures et intentions des communications sur le plan théorique correspondent aux besoins cognitifs, affectifs, intégratifs et sociaux des participants selon la théorie des usages et gratifications. Et pour approfondir ces résultats, il était nécessaire d'interagir directement avec les jeunes publics des As de l'info et dans une démarche de collecte des données en alternance avec leur analyse, j'ai identifié 3 facteurs majeurs permettant de comprendre les modalités d'usage des As de l'info et d'insertion de son contenu dans la sphère sociale des usagers. Alors, il s'agit premièrement de la proxémique des enquêtés, telle que définie par Edward Hall dans les années 70, et concernant les espaces intimes, personnels et sociaux qui structurent un peu le contexte de vie des usagers. Et j'ai constaté que ces espaces sont transposés sur la plateforme avec des distances proxémiques variées entre les usagers et vis-à-vis de la plateforme elle-même. Deuxième facteur, les cultures d'information et de socialisation des enquêtés, qui englobent à ce qui concerne la culture d'information de ces derniers, les compétences permettant de reconnaître ces besoins d'information, d'utiliser les technologies de l'information et de la communication pour s'informer et partager l'information, mais aussi à ce qui concerne la culture de socialisation, la disposition d'intégrer les règles et les valeurs propres d'une communauté. Ici, on est bien dans la communauté des As de l'info, afin d'établir et d'entretenir de liens sociaux. Troisième facteur, les temporalités d'usage des As de l'info organisées en 3 phases. Avant la connexion, où les enfants identifient leurs besoins en information et les manques de contenu approprié à leur âge. Pendant la connexion, ils explorent activement la plateforme, s'informent et éventuellement interagissent. Après la connexion, les informations acquises s'intègrent dans les échanges familiaux et amicaux. Alors, ces temporalités se succèdent de manière alternative et itérative. La troisième phase pouvant même précédant la première et pouvant même s'y substituer. Alors, l'articulation de ces différents résultats m'a permis d'identifier les facteurs motivationnels clés qui éclairent sur les modalités d'usage de la plateforme et d'insertion de ces informations dans
l'entourage de jeunes participants. Premier élément, il s'agit bien de l'intérêt, de la question de l'intérêt des usagers pour les contenus. L'étude a révélé que l'intérêt pour un contenu constitue une motivation essentielle à sa lecture. Les données des sondages montrent que cet intérêt est plus fort lorsque l'intérêt est personnel. Et les données sur la plateforme, il s'est traduit par la posture du passionné, la passion étant l'une des forces intrinsèques de la motivation. Et cette posture reflète une appropriation active du contenu qui favorise son partage. Et les entretiens confirment que l'intérêt oriente non seulement la recherche et la consommation d'informations sur la plateforme, mais qu'il demeure crucial après la connexion. Vous savez très bien qu'un contenu doit captiver son destinataire pour être partagé. Deuxième élément, la question de la confiance, qui s'est avérée un facteur clé pour s'informer sur la plateforme. Et en cas de défiance, tout engagement avec les as de l'info peut être compromis. Les résultats de sondage montrent une corrélation positive entre la confiance dans la plateforme et la propension à partager son contenu sur les réseaux sociaux notamment. Et cette confiance repose sur plusieurs éléments, notamment la vérifiabilité de l'information, sa validation par les parents et la notoriété du groupe de presse à l'origine de la plateforme et l'habitude de lire le même journaliste. Troisième élément, c'est bien dommage que l'image n'est pas vraiment très claire, vu que les gens utilisaient un fond blanc. Mais sinon, c'était l'image d'un enfant qui semblait voler pour signifier vraiment sa liberté, une certaine autonomie dans la recherche et la consommation de l'information. Et les données des sondages indiquent que les niveaux d'autonomie des enquêtés dans la recherche et la compréhension de l'information influencent leur capacité à en parler en famille et avec leurs amis. Et cette capacité ancrée dans leur culture d'information acquise principalement en famille constitue une condition primordiale à leur activité informationnelle. Alors, ce qui est important à souligner ici, c'est qu'avant l'introduction de la plateforme dans la vie des enquêtés, ces derniers s'informaient en posant des questions à leurs parents ou aux enseignants, et parfois même, ils étaient dans une posture un peu passive de consommation d'informations, papa sur les informations, je suis avec, et on en discute après. Et la plateforme a transformé ces paradigmes en leur offrant une certaine autonomie informationnelle et la possibilité de sélectionner des contenus adaptés à leurs besoins. Et ces jeunes se montrent, c'est important vraiment de le souligner, que ces jeunes se montrent quand même rigoureux vis-à-vis de ces contenus. Ils ont comme le temps de vérifier l'authenticité de faits et évaluent leur pertinence avant de le partager. Et quatrième élément, la question de la perception de l'impact potentiel du contenu à partager qui revêt une importance capitale. Et selon le sondage, plus un usager estime qu'une information peut éclairer un enjeu, plus il est enclin à la partager en famille, en classe et avec ses amis. Et cette perception renforce la valeur du partage comme un acte social et éducatif. Cinquième élément, la sociabilité. La sociabilité de jeunes interrogés qui repose sur une culture de socialisation alignée sur les règles de bonne conduite de la plateforme, mais aussi sur la propension à partager son contenu, un contenu qui est susceptible d'intéresser l'entourage. Et cette sociabilité s'est traduite par leur capacité à entretenir des liens sociaux avec leur famille, leurs amis et leurs camarades de classe, ce qui forme un cadre socio-affectif qui, selon les sondages, favorise le partage des contenus des as de l'info. De plus, les intentions des communications telles que s'ouvrir aux autres et s'exprimer et exprimer des sentiments, ainsi que les postures comme celle du connaisseur ou d'ouverture à la différence, identifiées dans les commentaires, illustrent leur propension à entretenir des relations favorisant la propagation du contenu de la plateforme. Sixième et dernier élément clé, la réceptivité de l'entourage. Et cette réceptivité se révèle comme un élément essentiel pour motiver les enquêtés à s'informer et à partager davantage le contenu de la plateforme. Et elle s'exprime par l'attention accordée par le destinataire, la curiosité
d'apprendre ce que les enfants, ou disons les enquêtés, les usagers ont à dire, l'émerveillement face à leurs propos, et la reconnaissance d'avoir appris quelque chose d'eux, la validation des informations par le parent et les encouragements reçus par ces derniers. En conclusion, je dirais que la compréhension de ces différents éléments ouvre des perspectives intéressantes pour approfondir la recherche et orienter des actions concertées. Il souligne l'importance de renforcer l'esprit critique des enfants, de développer leur capacité à distinguer les informations fiables de la désinformation, de promouvoir des cadres institutionnels de confiance ainsi que des environnements socio-affectifs stimulants, cadres et environnements qui jouent un rôle déterminant dans leur rapport à l'information. Je vous remercie. Merci. Pour le strict respect des 15 minutes, est-ce qu'il y a des questions de clarification pour Kouden avant qu'on ouvre la discussion à tous nos panélistes? Questions à l'ensemble de nos trois panélistes? Je peux peut-être me... je vais préciser pour l'éducation, l'EMI, oui. En France, au niveau des écoles primaires, c'est rattaché à l'éducation non à la. Ah, d'accord. Je ne sais pas si vous avez l'équivalent chez vous. Culture et citoyenneté. Donc, ce sont les enseignants, c'est dans le cadre de cette matière-là que l'EMI est enseigné. Ah. À un certain moment, on parlait de la désinformation. Déjà, mais c'est un peu dilué, en fait. En tout cas, tu vois, c'est le cas dans toutes les écoles, mais il y en a certaines où merci. J'ai l'impression que les enseignants chez nous sont encore pas mal démunis sur ces questions. Si je peux me permettre, j'aurais aimé revenir à la grande question, comment contrer les anti-vaccins. Je pense qu'une première étape, c'est peut-être de comprendre quelle est la nature de l'opposition. Et en tant que j'ai trouvé que ce que nous a présenté la matrice qui nous a présentée, elle était très intéressante pour essayer de distinguer ce qui est le complot par rapport à d'autres types de réactions. Et je me permettrai de citer les travaux d'un de mes collègues, Alexandre Coutan, de l'UQAM, qui s'est intéressé justement au discours anti-vaccin dans le cadre de la pandémie. Il a analysé les commentaires sous des articles de Radio-Canada pour essayer de voir un peu quelle était la nature de cette opposition ou de cette critique. Et en fait, il en arrive à toute une gradation. Donc, d'abord, il y a des critiques qui ont trait à la nature de la couverture médiatique. On estime qu'elle n'est peut-être pas assez nuancée, pas assez équilibrée. Ensuite, un autre niveau de critique concerne le travail du journaliste en tant que tel. Ensuite, la critique du média. Ensuite, la critique du système, donc système médiatique. Éventuellement, la critique du système capitaliste. Et en bout de ligne, le dernier niveau correspond à du complotisme. Alors, de décortiquer un peu quelles sont les oppositions, je pense que ça peut aider après à amorcer un dialogue avec ces personnes-là. Et je ferai le lien aussi peut-être avec la présentation de Stéphanie et d'Alexandra quand vous parlez de journalisme, de dialogue. C'est peut-être aussi une clé, c'est-à-dire d'aller voir sur le terrain les gens, comprendre la nature de leur questionnement, parce qu'on n'est pas toujours forcément dans le complotisme. Oui, je suis d'accord. La version complotisme, je ne l'avais pas abordée à la suite de cette réunion. Tâchez de regarder un petit peu plus. Moi, j'ai peut-être une question que je ne vais pas poser par rapport au journalisme. Je crois que vous avez la chance au Québec, au Soleil, d'avoir au moins un journaliste qui essaye de faire une analyse scientifique, une analyse critique des problèmes. Des problèmes de désinformation scientifique, d'après ce que je sais, mais à mon avis, il n'a pas abordé justement ces problèmes de vaccination trop et de santé. Est-ce que moi j'aurais aimé savoir quel impact il y avait de ce type de travail éditorial a posteriori. Pour ne pas le citer, il s'appelle Jean-François Clich, qui reprend un certain nombre de thématiques discutées. Moi, je serais vraiment curieux de savoir quel impact ce travail
on peut appeler ça éditorial a posteriori d'un certain nombre de... Oui, c'est à mon avis assez peu fait dans le journalisme actuel, et très, à mon avis, dans ma connaissance, très peu fait aussi dans le domaine de la santé. Je ne sais pas si quelqu'un a des expériences dans le domaine. Juste une précision. Ceux-là, ils ont aboli la ligne éditoriale. En fait, ils n'ont plus de ligne éditoriale. Ils n'ont plus. Parce que je m'étais entretenue avec Éric Trottier, pas le journaliste que vous avez mentionné, et justement parce qu'ils font partie des COP de l'information, ils ont décidé d'abolir la ligne éditoriale pour essayer de parler à tout le monde. Donc peut-être ça peut être une piste aussi, parce qu'effectivement, cette ligne éditoriale est un peu dépassée à l'ère des réseaux sociaux numériques, parce qu'on picore tous plus ou moins d'informations, et surtout les jeunes s'informent par sérendipité, un peu au hasard. Peut-être que ça peut être une réflexion intéressante, en tout cas, pour les journalistes dans leur pratique, peut-être. Oui, peut-être à deuxième temps, a posteriori, mais ce n'est pas dans l'instant, évidemment, et immédiat. Alors, est-ce que les gens iront le consulter Après, on est dans des traditions différentes, parce qu'en France, c'est le journalisme d'opinion, alors que en anglo-saxon, c'est le journalisme de fait. Mais ça peut être une des pistes. Je peux me permettre de rebondir. Au Québec, on a quand même eu notamment Marie-Ève Carignan qui a regardé, avec Hippoden de travailler, qui a regardé la couverture médiatique a posteriori de la COVID. Et les journalistes ont eu tendance à pointer du doigt, dès qu'il y avait un doute qui était émis, on associait les personnes qui émettaient ce doute à des conspirationnistes ou à des complotistes. Donc, cette finesse dans la nature du doute puis dans la nature du questionnement, elle transparaissait très peu dans les articles journalistiques, ce qui a amené finalement à des dénominations telles Covidio, qu'on a beaucoup entendu, donc une connotation très, très péjorative des personnes qui émettaient le moindre doute sans nécessairement se questionner sur la nature du doute. Donc, il me semble que c'est déjà un premier pas, c'est d'essayer de voir quel genre de question on fait. Oui? Avec des personnes justement complotistes, ou en tout cas qui sont déçus du traitement médiatique de la crise du Covid-19, c'est quand même souvent un rapport de déception justement par rapport à des messages qui étaient peut-être un petit peu trop affirmatifs, qui étaient peut-être un petit peu trop sur eux, avec des journalistes qui portent... en tout cas, c'est des choses que j'ai entendues et qui me sont produites, avec des journalistes qui sont accusés d'avoir été un peu trop sur d'eux, et finalement, en fait, c'est quand même une période pas mal d'incertitude, avec des choses qui ont été remises en question, les informations ont évolué sur ces moments-là, et donc, face à une forme de radicalité du propos journalistique eh bien, il y avait une contre-radicalité qui se faisait. Si ces gens sont si sur d'eux et qu'au bout du compte, je constate qu'ils se trompent ou que j'ai l'impression qu'ils se trompent, eh bien, ça veut dire finalement que tout s'écroule. Parce qu'ils vont. Là où c'est vrai que finalement, des gens qui étaient au final, il y a des gens qui exprimaient en disant moi, ce que j'ai animé, c'était tel discours de tel politique qui faisait preuve d'humilité, qui disait je ne sais pas, on n'a pas toutes ces informations, on tâtonne. Et par exemple, quelqu'un comme Olivier Véran était paradoxalement plutôt apprécié parce qu'il avait su à un moment dire moi je ne sais pas, on n'a pas toutes les informations, et ça provoquait des réactions beaucoup moins épidermiques qu'une approche les vaccins en marche, on sait tout. Après, il y a un biais. Pardon, le seul médecin du gouvernement de l'époque. Il y a un biais dont il faut tenir compte. J'ai été journaliste dans l'intérieur. C'est aussi, et ça, tout à chacun là, l'envie qu'un média va auparavant. Et s'il y a une distanciation parfois qui s'opère, c'est aussi parce que le média, pour X raisons, changement de ligne éditoriale, c'est un autre journaliste qui a un autre ton, etc., mais ne va plus aller dans le sens qu'on a envie d'entendre. Et l'enfermement dans lequel les complotistes sont, justement, ça leur permet de redonner, tu l'as bien expliqué tout à l'heure, de redonner un ensemble cohérent. Ah, ça valide ce que je pense. Et ça, c'est très dur parce qu'en tant que journaliste, moi, j'ai toujours eu du mal à faire comprendre aux gens qu'on n'était pas là pour, ça peut arriver chez certains évidemment, mais que notre rôle, c'était d'essayer de remonter des éléments. Et puis après, à chacun forge son opinion. Et on n'était pas là pour valider ou invalider des points. Et peut-être qu'aujourd'hui, ça s'est perdu parce qu'on a toujours eu une tradition de journalistes d'opinion en France. Aujourd'hui, c'est redevenu vraiment sur le devant de la scène avec CNews. Enfin, c'est opinion bien catégorisée, mais quand même, on fait passer en France, leur slogan, c'est « on fait de l'information », alors que c'est une chaîne totalement d'opinion.
Et voilà, c'est cet inversement-là, ça ne m'étonne pas qu'il y ait des gens, par moments, qui se détournent des médias parce que ça ne répond pas à ce qu'ils ont envie d'entendre. Est-ce que vous allez faire un comparatif et est-ce que vous voyez une disparité entre les âges, au début 8 ans, qui est un âge où on se pose peut-être un peu moins de questions, et 12 ans, entré dans l'adolescence pour certains? Est-ce qu'il y a une disparité d'opinion ou est-ce qu'on croit plus en l'âge de l'info, moins la famille? Est-ce qu'il y a des chiffres comme ça qui ont été comparés dans les âges? En fait, ce n'était pas vraiment la priorité de la préoccupation de l'étude parce que de notre point de vue, il était question de voir et de comprendre qu'est-ce qu'on fait de la plateforme selon parce que le ciblage de l'âge, c'est la plateforme elle-même qui l'a fait. Et nous, on devrait comprendre comment, peu importe l'âge, un enfant peut réagir face à la plateforme et comment l'enfant utilise la plateforme au quotidien. Ce qui fait que même au niveau de l'analyse quantitative, disons, l'analyse des données de sondage, on avait moins fait attention à ces dimensions, et plus que le fait que, bon, voilà, il fallait comprendre les motivations profondes. Mais je pense que c'est une dimension aussi importante dans la mesure où nous savons tous que la question de l'âge, mais aussi des appartenances socioculturelles, joue un rôle important dans la consommation de l'information et surtout que j'ai mobilisé la théorie de l'exposition sélective. Donc, on sélectionne le contenu, le support en fonction de l'âge, en fonction de son niveau d'instruction, mais ce n'est pas un élément sur lequel nous avons insisté assez vite. Et sinon, l'observation est pertinente. Merci. D'autres questions? Oui. J'ai une dernière question aux professionnels de l'information. On n'a peut-être pas, cette session a beaucoup parlé des antivax et des complotistes, mais visiblement, le problème de la vaccination, c'est toute cette zone grise de ces, que j'ai dit au départ, je ne vais peut-être pas insister sur la diapo, sur les hésitants. Et ils sont quand même extrêmement nombreux dans énormément de pays, de l'ordre de maintenant presque 20 à 30%. En France, ils sont nombreux. Il y a des pays plus ou moins, mais enfin, on est dans presque 20-25% de la population, ce qui ne permet pas d'ailleurs une couverture vaccinale efficace, ce qui est le problème majeur de santé publique du futur pour beaucoup de maladies, même la rougeole qui revient pour d'autres. Quels outils faudrait-il envisager et discuter pour alors, convaincre, expliquer, je ne sais pas quel est le meilleur terme, informer les hésitants? Est-ce que certains ont des idées parmi vous pour aller plus loin dans ce domaine qui est un problème, disons, quantitatif beaucoup plus important que peut-être lutter contre le petit groupe de complotistes, même si enfin entre guillemets, même s'ils ont beaucoup d'audience, bien sûr. Mais le passage ultérieur vis-à-vis de la santé publique, à mon avis, c'est ça. 30 questions, je ne suis pas sûre qu'on va avoir la réponse cet après-midi. Bon. D'autant plus que, bon, on est un peu coincé par le temps parce que les panélistes du prochain panel qui doivent quitter, mais la question elle est tout à fait pertinente. Peut-être un dernier mot de Foudest, oui? Oui, en fait, même si on va vraiment relever les différences selon les âges, il y a quand même un élément qui revient un peu dans tous les cas. C'est le fait que, bon, voilà, on constate une certaine capacité à métacommuniquer sur les pratiques infocommunicationnelles, que l'enfant ait 12 ans, 10 ans, 9 ans ou 8 ans. Il y a cette explication de comment j'utilise la plateforme et les raisons fondamentales de cet usage, mais aussi le fait que les enfants ont tout un discours sur l'environnement leur environnement de vie. Seulement que parfois, lorsqu'on les approche, nous commettons l'erreur, et l'enfant m'a fait l'observation, c'est que vous, les adultes, vous pensez que vous nous prenez pour des enfants. Alors qu'ils ont tout un discours, ils comprennent bien ce qui se passe tout autour, et un enfant est devenu un peu une source, un relais d'information auprès de ses parents par rapport à ce qui se passe à Gaza, parce que c'était au début du conflit que je réalisais les entretiens, qui au départ ne comprenaient pas ce qui s'est passé. C'est après avoir lu les contenus de la plateforme
il a commencé à expliquer à ses parents ce qui s'est passé à Gaza. Donc, il y a un peu cette capacité-là à comprendre ce qui se passe, parce que aussi la plateforme explique aussi simplement les choses, mais il y a aussi cette capacité de métacommuniquer sur ces pratiques et de comprendre les dynamiques de l'information autour de soi. Donc, voilà. Merci. Alors, je pense qu'on va abréger. Donc, on pourra peut-être poursuivre les discussions autour de l'apéro. Donc, on vous propose une courte pause de 1 minute. Et puis après, on revient avec notre dernier panel.